Madame, monsieur, bonjour. Dans une semaine précisément, dimanche prochain, vous serez appelé à voter dans le cadre du premier tour des élections municipales. 2237 communes sont concernées par ce scrutin en Aquitaine. Quel est aujourd'hui le rôle du maire? La fonction a-t-elle évolué? Les élus ont-ils encore du pouvoir? Prennent-ils des risques? Ont-ils des satisfactions? Les réponses aujourd'hui dans Dimanche en politique. Invité de cette émission ce dimanche matin, Françoise Cartron, ex-maire d'Artigues près Bordeaux pendant 16 ans, maire socialiste. Vous êtes aujourd'hui sénatrice avec le soutien de La République En Marche. Daniel Garrigue, actuellement maire de Bergerac, sans étiquette. Vous avez été maire pendant près de 19 ans, vous l'êtes encore pendant quelques jours en tous les cas. Ex-député également RPR-UMP de Dordogne. Et puis non inscrit. Depuis 2008. Voilà, pour être précis. Enfin, Philippe Lagnol, maire de Langon, en Gironde, depuis 2014. Vous avez été membre du conseil municipal également pendant un certain temps. Je précise que vous êtes tous les trois sur le plateau parce que vous n'êtes pas candidat pour les élections municipales à venir. Et puis, bien sûr, Jean Petot également, politologue, enseignant à Sciences Po Bordeaux. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Pour bien comprendre quel est le rôle du maire, et avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder cette petite animation. En gros, le maire, c'est le big boss de la commune. C'est lui qui dirige tous les services municipaux. Il paraît que c'est l'élu préféré des Français. Et oui, ils aiment leur maire, les Français. Et c'est normal. Il est proche d'eux, ils le croisent le samedi sur le marché, au stade ou encore au dîner des anciens. Mais derrière les poignées de main et les discours officiels, il en a du boulot, le maire. Déjà, il imagine la politique communale, la fait voter en conseil municipal où il a la majorité évidemment et s'assure de sa mise en œuvre dans tout un tas de domaines comme la réglementation du stationnement, la voirie, l'urbanisme, les équipements publics. Et surtout, il élabore le budget et veille à son respect. Enfin, normalement. En tant que chef du village, le maire est aussi le représentant de l'État sur son territoire. Son job, organiser les élections, gérer les inscriptions sur les listes électorales, l'état civil et coordonner les cérémonies patriotiques. Et pour faire régner la loi dans sa commune, le maire, qui est responsable du maintien de l'ordre public, dispose également de pouvoirs de police. Enfin, en cas de problème, le maire est l'unique représentant de la commune devant la justice. Et ça, il faut bien dire que ça leur colle une sacrée pression au quotidien. Bon, Françoise Cartron, quand on voit cette animation, c'est un peu effrayant ce travail de maire. Ah, je pense que c'est quelque chose de très lourd, c'est vrai, à porter, et que peut-être certains qui se lancent n'ont pas toujours mesuré l'ampleur de la tâche. Mais c'est aussi quelque chose de passionnant. Il faut quand même le dire. C'est peut-être aussi parce que les plus jeunes, ou en tous les cas ceux qui se lancent aujourd'hui, l'ont mesuré, que justement ils ne se lancent pas ou ils ne récidivent pas. Alors je pense que les jeunes qui ne veulent pas se lancer, c'est qu'ils ont compris un petit peu, il y a quand même une caractéristique de la fonction de maire, c'est que c'est très chronophage et que ça vous prend énormément de temps. Et quand on a 35 ans, qu'on est juste installé dans la vie, qu'on a une carrière professionnelle à construire, une famille, c'est très compliqué de dégager autant de temps pour cette fonction d'élu, fonction de maire, parce que, certes, vous l'avez dit, les maires sont très populaires, mais ils sont très populaires parce qu'ils sont très présents, qu'ils sont très proches et que les administrés les sollicitent énormément. Et donc, il y a ce revers à la médaille qui dit, et qui fait que certains réalisent, ils disent souvent, mais j'aurai pas le temps de m'investir comme il faut. Et c'est, je crois, sans doute un des freins. Jean Petot, je l'ai dit, vous êtes politologue. Quel est le profil du maire aujourd'hui en Aquitaine? Est-ce qu'on peut déterminer un profil un peu type? Il y a 538 communes, par exemple, en Gironde. Il faut compter qu'en Aquitaine, on est aux environs de 2500 à peu près. Par exemple, en Gironde, il y a 234 communes qui ont plus de 1000 habitants. Donc, vous voyez, 304 qui en ont moins. Et pourquoi 1000 habitants? Parce que dans ces communes, ils seront élus dimanche prochain ou dans 15 jours avec une liste bloquée. Voilà. Le profil, c'est une moyenne d'âge qui est plutôt aux environs de 59 ans et des femmes qui maintenant sont nombreuses dans les conseils municipaux du fait de la parité obligatoire, mais qui au niveau des maires butent sur un plafond de verre de l'ordre de 16 à 17% simplement de femmes qui sont maires.
Daniel Garrigue, alors on voit bien de loin en tous les cas ce que fait le maire dans certaines missions, mais on n'a pas toujours les détails du quotidien. Quelles sont les missions qui prennent le plus de temps au quotidien pour un maire ? Les missions sont extrêmement diverses parce que quelquefois j'entends dire une mairie c'est un peu comme une PME. Non, une PME elle fabrique quelques produits, quelques lignes de produits. Dans une mairie on a 50 ou 100 missions différentes à conduire et qui sont souvent très 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 différentes. Donc je dirais c'est difficile de dire. On travaille d'abord beaucoup, on le souligne pas assez. On a des services municipaux, il y a des fonctionnaires territoriaux qui sont des gens souvent extrêmement compétents. Alors ça c'est pour compétents. Le cas des plus grandes communes, parce que les plus petites on se soucie justement. Elles ont au moins un secrétaire ou une secrétaire de mairie. Parfois, donc je veux dire c'est une demi-journée par semaine. Une journée par semaine. C'est quand même, je veux dire, les maires ils sont pas seuls. Et je crois qu'on le dit pas assez, et je dis qu'il y a un phénomène très dangereux aujourd'hui, c'est la tentation de politiser la fonction publique territoriale. Je crois, il faut vraiment, là aussi on n'en parle pas, mais c'est un véritable danger aujourd'hui dans notre pays. Alors c'est vrai qu'un maire, il a une multitude d'occupations, de représentations, d'établissements de gestion du budget, vous l'avez rappelé, les questions de police qui sont très importantes, mais je dirais qu'une des missions les plus générales, les plus importantes, c'est assurer le vivre ensemble. On est quand même dans des collectivités souvent avec des populations quand même d'origine très diverses. On a beaucoup des gens qui sont là depuis toujours. On a des gens qui viennent d'autres régions. Je le vois sur les listes électorales, les 3/4 des habitants aujourd'hui ne sont pas nés en Dordogne. Et puis on a des gens qui viennent d'encore plus loin encore, des gens qui sont issus de l'immigration. Donc ce qui est très important, c'est d'assurer le vivre ensemble de toutes ces personnes, de faire les arbitrages nécessaires de façon permanente, d'intervenir quand il y a des conflits. C'est vraiment l'essence même, à mon avis, du rôle du maire. Philippe Lagnol, on va certainement beaucoup parler des missions du maire qui sont un peu délicates, mais est-ce qu'il y a pour autant, et j'espère que oui, des missions agréables ? Est-ce qu'il y a des moments agréables dans cette fonction ? Le plus agréable et le plus chronophage, c'est de recevoir la population. Les gens connaissent essentiellement le maire. Et donc, ils demandent à rencontrer, on leur dit, il y a un adjoint ou il y a quelqu'un qui peut s'occuper de vous, ils veulent voir le maire. Si on accepte cette mission, et moi je l'ai accepté dès le début, ça veut dire qu'on a à peu près 4 heures par jour qui sont prises par cette... Par contre, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Et donc, c'est très enrichissant. C'est le côté à la fois difficile, parce qu'ils viennent pour se plaindre en général. Ils commencent à venir vous féliciter quand vous partez. Mais au départ, c'est plutôt pour se Justement, plaindre. je voulais vous poser une question, Philippe Lagnol, avec l'autorisation de Franck, parce que vous êtes médecin dans la vie. Oui, chirurgien. Ouais. Chirurgien, et jusqu'à preuve du contraire, les médecins ont ce qu'on appelle une obligation de moyens, mais pas de résultats. Hein. Oui. Quand on est maire, c'est un peu l'inverse. Vous n'avez pas le sentiment que le citoyen attend de vous plutôt une obligation de résultat ? Oui, il pense qu'on a tous les pouvoirs. Alors, alors comment vous... C'est pas que vous luttez contre ça, mais vous êtes obligé de faire un peu de l'éducation civique qui manque un peu, ou de l'instruction civique qui manque un peu. Il faut beaucoup expliquer et il faut être entouré. Alors moi, c'était le cas dans la mairie centrale, de gens qui peuvent prendre le relais, notamment pour les gens en grande difficulté. Ah, ces gens-là, ce sont les services municipaux ou vos adjoints ? Il y a aussi les adjoints. D'accord. Les adjoints ou les adjointes, parce que ce sont souvent des adjointes qui s'y collent, les choses les plus difficiles, mais enfin il y a aussi des hommes. Et quand on les a avec soi, ça rend les choses plus faciles. Parce qu'il y a des relais, il n'y a pas que la parole du maire, qui effectivement est la parole Justement, principale. On vient d'évoquer un point important. Alors on a vu, le thème de cette émission, c'est le rôle du maire. Mais dans un conseil municipal, il y a les adjoints, et puis il y a aussi l'opposition. On va en parler les gens, mais Françoise Cartron, pour décoder, quel est véritablement le rôle des adjoints ? En fonction peut-être de la personnalité du maire, d'ailleurs. Ah non, mais je pense que, comme cela a été dit, les tâches dans une mairie sont extrêmement variées et le champ est très large. Donc les adjoints, on en a absolument besoin parce que chacun est sur une compétence. Alors le maire le sait, mais est-ce que les électeurs ont véritablement conscience du rôle et de l'importance des adjoints ? Oui, parce que l'adjoint aux écoles, les électeurs, les parents d'élèves, tout, ont identifié l'adjoint qui est aux écoles. L'adjoint aux travaux, bien évidemment, les électeurs aussi l'identifient parce qu'il est sans arrêt sur la commune. C'est lui qui peut être interpellé sur des travaux de voirie et autres. Donc l'adjoint au sport aussi, il est à toutes les manifestations sportives. Et donc, mais ça ne vaut pas. Ils ont identifié les adjoints, mais comme le disait Philippe Lagnol, ils veulent aussi le maire. Ils veulent voir le maire et ça ne suffit pas. On ne peut pas être dans le remplacement.
C'est à côté, en complément, mais il y a une exigence. Moi, je me rappelle au début, j'ai été un peu naïve. Je pensais que l'adjoint pouvait faire office et les habitants l'ont pris comme un signe de mépris. Ils renvoyaient, ils disaient « mais on n'est pas assez bien pour qu'elle nous reçoive ». Et donc tout de suite, j'ai rétabli parce que voilà comment c'était perçu. Jean, on évoquait le conseil municipal. Le rôle de l'opposition, par moment, les conseillers municipaux d'opposition sont parfois pas très nombreux. Hein. Est-ce qu'ils ont une existence? Est-ce que ça dépend de la place que veut bien lui accorder le maire en place? Quel est le fonctionnement en fait, de cette opposition? On risque de surprendre les plus jeunes hein, qui nous regardent. Avant 1983, depuis 1959 à 1983, il n'y avait pas d'opposition représentée aux conseils municipaux. Ça paraît absolument étonnant. On disait c'est la liste qui arrive en tête, qui prenait tous les sièges, 100% des sièges. Et donc en 83, ça a été un choc de voir arriver une opposition, alors avec des modes de représentation qui permettent à la gestion. Sauf quand les listes éclataient. Alors sauf quand les listes éclataient. Alors elle pouvait éclater après l'élection. Ça crée de l'opposition interne. Alors après effectivement, j'allais dire, c'est pas à votre bon cœur, messieurs, dames, ou au bon vouloir du maire, mais il y a des municipalités où les commissions fonctionnent avec davantage, j'allais dire, peut-être d'association de l'opposition. De transparence aussi, ou est-ce que les conseillers d'opposition ont accès à tous les documents? Il y a le droit qui encadre cela. Hein. Les délibérations, elles doivent parvenir, enfin je parle sous le contrôle de personnes qui ont exercé cet art concrètement. Les délibérations, elles doivent arriver dans un délai légal, etc. Alors parfois les opposants se plaignent de ne pas avoir eu le temps et surtout de ne pas avoir le staff administratif ou technique qui leur permet de dépioter, comme on dit, pardon pour la trivialité du terme, des paquets de délibération qui peuvent être... Mais très souvent, dans les mairies, enfin je parle sous votre contrôle, madame et messieurs, 95% des délibérations sont susceptibles d'être votées par la totalité du conseil, majorité, opposition compris. Oui, quand on arrive à la délibération, le projet a été souvent... Et puis c'est souvent des choses très techniques. Alors, soit c'est technique, soit le projet a été débattu, redébattu, et donc la délibération n'est que la concrétisation d'un cheminement, quand même. L'opposition, son rôle ne se limite pas à assister au conseil municipal. C'est une opposition qui travaille, elle peut être présente de façon continue. Il y a quand même la vie associative aussi, qui est un aliment très fort pour l'opposition. Je veux dire, aujourd'hui, une opposition qui a la volonté de travailler, elle a parfaitement les moyens de le faire. On parlait également donc, des adjoints donc, qui viennent en appui, qui viennent épauler le maire. Il peut arriver également que les adjoints commencent à avoir envie de s'envoler et peut-être de concurrencer le maire lors de l'élection suivante. Ça vous est arrivé, ça, Daniel Garry ? Moi, personnellement, ça m'est pas arrivé. Non, je crois que non, parce que le maire a quand même une arme redoutable. C'est lui qui délègue, qui donne une délégation aux adjoints. Si un adjoint ne veut pas suivre... Ça vous est arrivé justement d'enlever une délégation ? Ah oui, ça m'est arrivé. Oui, tout à fait. Alors pas forcément plutôt pour des fautes que je dirais de caractère déontologique, c'est-à-dire des prises de position que je jugeais indignes ou des agissements que je jugeais indignes d'un adjoint. Mais non, mais un maire a quand même s'il a la volonté de tenir son équipe, il a les moyens de le faire. Philippe Lagnol, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est un acte de bravoure que d'être candidat au municipal et surtout d'être maire ? Alors, je ne sais pas si c'est un acte de bravoure, mais je pense qu'un maire, alors dans une ville moyenne, comme celle dont je suis encore maire pour quelque temps, à Langon, ça demande du courage. Voilà. Oui. Si j'avais, même pas un conseil, mais quelque chose à dire au maire, c'est attention, il vous faudra du courage pour dire non à vos amis, quelquefois même à votre famille ou à vos familiers, et pour dire oui, des fois, à l'opposition ou aux gens qui sont vos adversaires. Dire non dans quelles circonstances, par exemple ? Bien, des postes municipaux, enfin, il y a beaucoup de choses dans lesquelles le maire est amené à trancher, et il faut qu'il aille vers le bien public, enfin, vers l'ensemble. C'est quelquefois très difficile. Alors, Jean Petot, ici présent, je vais le citer, Jean, je vais me permettre. Les maires sont des citoyens à part entière que l'élection dote d'un statut entièrement à part.
Oui, c'est des propos que j'ai tenus devant l'Assemblée des maires de Gironde, d'ailleurs. La dernière Assemblée, c'était d'ailleurs assez émouvant de voir à Créon une partie du public qui, d'ailleurs, n'allait pas se représenter. Oui, je voulais évoquer l'onction du suffrage universel. C'est vrai que le soir même de l'élection, alors premier tour ou deuxième tour, on se retrouve, j'imagine, quand on est maire, même s'il faut bien préciser que c'est le conseil municipal qui élit le maire, et pas les électeurs. C'est, comme on dit, une élection au second degré. Bon, il y a rarement des surprises. Il est arrivé dans l'histoire qu'il y a eu des surprises, effectivement. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du maire qui tout d'un coup était un citoyen lambda et puis qui devient maire? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans votre tête? Ah oui, moi j'ai eu le sentiment de l'énormité de la tâche qui m'attendait. Un truc qui tombe sur les épaules. Oui. Parce qu'en plus, bon, moi, la victoire. C'était votre première élection. Oui. Mais Philippe Plagnol, j'étais adjoint. J'étais adjoint. Le précédent maire que vous connaissez tous, Charles Vérité, était venu dans une salle d'opération et n'a pas le droit d'ouvrir la porte en disant « tu es deuxième sur la liste, point ». Et sans avoir absolument rien préparé. En sortant à 3h ou 4h de l'après-midi de la salle, la moitié de la ville le savait. Je ne pouvais plus dire non, quoi. Donc, depuis 89, j'ai fait plusieurs mandats comme adjoint et dans des endroits différents. La culture, les finances, etc. Ce qui fait que je suis arrivé maire en connaissant quand même bien les choses. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que même si on sait très bien comment fonctionne une mairie, en théorie, quand on arrive dans une mairie qu'on ne connaît pas, c'est très long de connaître tous les mécanismes intérieurs parce que toute mairie a ses modes de fonctionnement. Mais ce que je voudrais dire aussi, et il faut insister là-dessus, c'est qu'un maire, il ne gère pas les choses en autocrate. Il a effectivement son équipe, mais en fait, aujourd'hui, on est amené à rendre compte en permanence à nos concitoyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer un projet sans le présenter, on peut pas travailler sans faire des réunions régulières, des réunions de quartier, des réunions sur le terrain. Moi, je crois que c'est ça qui a un petit peu changé aussi par rapport à ce qui existait il y a 30 ou 40 ans, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens sont vraiment demandeurs en permanence d'informations, d'explications. Donc le maire rend des comptes auprès de ses électeurs, bien évidemment, mais c'est aussi le représentant de l'État sur sa commune. Donc il se retrouve un petit peu entre le marteau et l'enclume, souvent. Bon, c'est surtout le problème des pouvoirs de police, qui est un sujet sur lequel on attend beaucoup les maires. Parce que s'il y a un problème de sécurité, et c'est vrai que le fait que les forces de police d'État soient moins présentes quelquefois ou aient moins de moyens, la police municipale est devenue un auxiliaire essentiel en matière de sécurité. Donc là, il y a de très fortes attentes effectivement à l'égard des maires et il faut être en permanence très vigilant là-dessus. Ouais. Françoise Cartron, on a beaucoup parlé des intercommunalités, on en parle toujours beaucoup aujourd'hui, les maires en parlent beaucoup. Qu'est-ce qu'a changé la loi NOTRe au quotidien pour le maire ? Nouvelle organisation du territoire. Absolument, merci Jean. Alors pour être très pédagogique par rapport à ça, parce que ça peut être un peu technique. Beaucoup de choses pour les petites communes. C'est-à-dire, moi, ce que je rencontre, il y a une très grande frustration chez les maires des petites communes qui sont pris dans une grande interco. Alors, intercommunalité. Dans une grande intercommunalité, pardon. Alors, c'est vrai que l'intercommunalité porte des projets structurants pour le territoire, c'est normal, c'est elle seule qui peut le porter, mais les maires des petites communes ne trouvent plus leur place. Ils ne se sentent pas ni associés, ni même, ils me disent souvent, écoutez, c'est-à-dire qu'on porte des projets ambitieux qui ne peuvent pas se déployer sur une petite commune de 400 ou 500 habitants. Par exemple, pour prendre un exemple de projet, pour illustrer ce que vous êtes en train de nous expliquer. Moi, je sais que, par exemple, la grande intercommunalité qui est la Cali, à Libourne. Communauté d'agglomération de Libourne. Voilà, la communauté d'agglo de Libourne, c'est une communauté d'agglomération qui porte de grands projets structurants, qui a porté un projet de grand stade nautique, qui porte d'autres projets de revalorisation dans lequel la ville de Libourne, justement, a pris une nouvelle dimension et une nouvelle image très positive, mais les petites communes autour ne s'y retrouvent pas, entre guillemets. Et c'est, je pense qu'aujourd'hui, la deuxième phase de la décentralisation, il va falloir travailler sur le mode de gouvernance. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il y a des projets structurants, et c'est normal
qui doivent être portés et implantés plus ou moins dans la ville, entre guillemets, centre, mais il faut que les autres petites communes retrouvent un intérêt, retrouvent un espace pour justement faire exister leur propre territoire. C'est votre avis également, Daniel Garrigue. Est-ce qu'il faut éventuellement revenir sur une partie de la loi NOTRe ? Je pense qu'on s'est arrêté au milieu du gué, qu'on est dans un système qui est très insatisfaisant, parce que les intercommunalités, c'est un système à 2 degrés. Donc c'est un système de compromis, de négociation permanente entre les élus. C'est très chronophage. On passe un temps de plus en plus important dans ces discussions et ces commissions diverses dans les intercommunalités. Et surtout, les citoyens sont dépossédés des véritables choix. Et moi, je crois qu'il y a une double réforme qui est nécessaire. Il faut absolument qu'on élise les conseils communautaires au suffrage universel direct. Je sais qu'il y a peu de maires qui défendent cette idée, parce que les maires se voient dans un statut de notable qui est confortable, mais les citoyens sont dépossédés. C'est ça la réalité de la démocratie locale aujourd'hui en France. Et puis, il faut par contre rendre aux communes les moyens et les pouvoirs nécessaires pour gérer la relation de proximité, parce que ça, l'intercommunalité n'a pas elle est trop loin. Et je pense qu'il faut qu'on fasse cette réforme. Sinon, je pense que l'insatisfaction des citoyens ira croissant. Philippe Lagnan, on vient d'évoquer la difficulté qu'il y avait à être maire et de maîtriser les dossiers qui sont de plus en plus techniques, les normes, les échanges avec l'État. Est-ce qu'il serait, selon vous, nécessaire pour un élu qui n'est pas expérimenté, qui n'a pas eu d'autres missions avant, qui n'a pas été élu, d'avoir une formation une fois élu? Là, pour les maires qui vont être élus le 22 mars, est-ce qu'il faut leur permettre de se former et de financer une formation, par exemple? Ça existe. Passer par Sciences Po Bordeaux, quoi. Voilà. Ça existe. C'est une bonne idée, Jean. Ça existe, il y a les moyens de le faire. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'était très très peu utilisé, très peu. Mais mes successeurs ne seront pas des très jeunes, hein, ils sont expérimentés. Mais s'ils étaient non expérimentés, je pense que je les pousserais en tout cas. Mais si on veut inciter les plus jeunes justement à venir côtoyer les conseils municipaux, c'est peut-être aussi une manière de faire. Donc de former un statut de l'élu, ce serait important, par exemple, Françoise Cartron, créer un véritable statut de l'élu? Ah, mais ça, c'est le serpent de mer. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on en entend parler. Pourquoi ça n'aboutit pas? Au moins 30 ans. Oui. Pourquoi ça n'aboutit pas? Parce qu'il faut le financer. Et qui va le financer? Non, pardon Françoise Cartron, mais il y a aussi une sorte de démagogie peut-être en France qui fait que vous savez très bien que les élus sont un peu, même si les maires sont très populaires, assez facilement critiqués par les citoyens qui n'aiment pas trop leur classe politique au sens large. Et personne n'ose dire que, par exemple, les élus sont très mal indemnisés. Mais c'est bien ce que je dis. Et il faudrait oser peut-être... Voilà. Merci Jean, merci pour cette transition. On va regarder à quoi ressemble l'indemnisation des maires entre les plus petites communes et les plus importantes. Regardez cette animation. C'est bien connu, un maire ça gagne un pognon de dingue. Une idée bien répandue chez les Français et pas qu'au comptoir. Bon, même si certains élus ont parfois allègrement tapé dans la caisse, c'est pas aussi simple que ça. Alors, que dit la loi ? Le maire touche des indemnités de fonction qui varient selon le nombre d'habitants. Plus d'habitants, plus de responsabilités, donc plus d'indemnités normales. Mais pas question de s'octroyer le salaire d'un PDG du CAC 40 et de s'en mettre plein les poches. Il faut respecter un barème officiel. Et justement, ce barème vient d'être modifié pour enrayer la crise des vocations et tenter d'attirer de nouveaux élus. Ainsi, tous les maires des petites communes de moins de 3500 habitants, soit 90% des communes, vont désormais gagner plus. Et bim, 300 € par mois d'augmentation. Pour les autres, le barème ne change pas, entre 2139 et 5639 €, et plus de 8000 à Paris, Lyon et Marseille. Enfin, même si quelques élus ont parfois souffert d'une certaine phobie administrative, il est utile de rappeler que ces indemnités de fonction sont considérées comme des revenus et sont donc imposables. Bah ouais, Daniel Garrigue, est-ce que les maires sont suffisamment indemnisés étant donné la mission du quotidien? Je pense que dans les grandes villes, de façon générale, ils ont des indemnités conséquentes. Dans les très grandes villes, en tout cas. Moi, je considère que les indemnités, elles sont justifiées, soit si votre mandat vous amène à faire des dépenses, ça peut arriver, soit si vous empêche de percevoir les revenus que vous avez habituellement.
Je pense qu'il faut que là, il y ait des compensations véritables. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de maires qui sont des retraités. S'ils ont les moyens de vivre, je ne pense pas qu'ils ont besoin d'avoir une indemnité de maire. Je pense que c'est justifié plutôt pour les gens qui sont dans la vie active. Vous préconisez quasiment le bénévolat, vous voulez dire, dans certains cas de figure ? Oui, dans certains cas de figure, des gens qui ont des revenus qui leur permettent de vivre, ils n'ont pas besoin d'une indemnité. Mais par contre, des gens qui sont dans la vie active, si on veut avoir plus d'actifs dans les municipalités, je pense que là, il faut revoir sérieusement les indemnisations. Il nous reste 2 minutes. Françoise Cartron, vous êtes, je l'ai dit, sénatrice aujourd'hui. Quelles sont les relations entre la sénatrice et les maires, puisque vous n'êtes plus maire depuis un certain temps, mais vous les côtoyez au quotidien ? Ah ben constant, un constant aller-retour, parce que je trouve que Qu'est-ce que vous leur apportez, vous, en tant que sénatrice ? Qu'est-ce que vous apportez aux maires ? Vous les rassurez ? Vous portez leurs paroles ? Oui, non, mais d'abord, je les écoute. Et puis ensuite, je fais l'aller-retour avec les projets de loi que nous avons à examiner. Et par exemple, quand il y a eu le projet de loi engagement et proximité, je suis allée rencontrer les maires par petits groupes pour leur dire, dans ce projet de loi, qu'est-ce qui vous apparaît essentiel d'y mettre ? Et je rebondis sur ce qui vient d'être dit par rapport au statut de l'élu. Plus qu'il y a la rémunération, mais pour qu'on ait des jeunes, ça a été le retour à l'emploi. C'est-à-dire comment, après une période où j'ai été élue pendant 6 ans et où j'ai mis ma carrière en sommeil, quelle est la garantie pour que je revienne, que je sois à nouveau dans le coup, parce que selon les professions, à part les fonctionnaires, eh bien, les autres élus... Quand vous perdez une clientèle, vous la perdez pour de bon. Hein. Exactement. Et même 6 ans hors du métier, quand on voit comment les métiers évoluent, ça vous met un petit peu justement en porte-à-faux. En quelques mots, vous êtes plutôt favorable à l'idée d'avoir des élus expérimentés qui deviennent maires ? Une transition qui est mots. Vécu, voilà, qui a eu un métier et qu'effectivement ils aient montré la possibilité de vivre dans la vie commune, dans la vie habituelle. Jean, pour conclure, et là c'est vraiment une question difficile, mais en aussi peu de temps, le métier de maire est-il appelé à disparaître, ou la fonction de maire ? Non, par contre à se reconvertir comme tous les métiers, certainement, ne serait-ce qu'après ce qu'a dit Daniel Garrigue, par exemple les élections municipales, communales, est-ce qu'elles seront maintenues par rapport aux intercommunalités ? Oui, ça peut changer, mais il y aura toujours, j'allais dire, une démocratie représentative, et tant mieux. Madame, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Je le rappelle, le premier tour des élections municipales, c'est dimanche prochain. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi, merci.